Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'excellence laitière, gérer les routines de traite, l'échantillonnage de lait et l'administration des traitements. On va se focaliser sur deux thèmes aujourd'hui qui sont essentiels à la santé des mamelles. La routine de traite est généralement très précise et souvent des petits écarts peuvent avoir des répercussions majeures. Et quand il s'agit d'insérer une seringue dans la mamelle ou de prendre un échantillon, la précision est essentielle. Nos intervenants d'aujourd'hui, le professeur Sophie Peepers de l'Université de Gand, chercheuse et professeur passionné de mammites et de la qualité laitière, qui met la science en pratique quand la connaissance se transforme en action, et le docteur Hugh Presson de CoSignal, une société qui propose des conseils pour la formation des éleveurs et des vétérinaires. Donc, à vous, Youp. Donc, c'est à vous. OK. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Ça va? Alors, il y a plus de 150 vétérinaires qui sont présents, donc c'est très enthousiasmant. On va encore parler des vaches. Donc, voilà d'où la photo. Donc, on va se pencher maintenant sur les mamelles de la vache. Donc, voici un jeune veau, une jeune vache ici. Les personnes avec qui j'ai démarré la société il y a 25 ans. C'est notre 25e anniversaire pour CoSignal. C'est hallucinant. On a voyagé dans le monde entier pour travailler sur des vaches heureuses. Donc, n'oubliez pas la santé des mamelles. Donc, on parle de contrôler, gérer la mamite, comment travailler sur une stratégie pour avoir davantage de mammites et améliorer l'énumération cellulaire et gérer tout ce qui est pression infectieuse. Maintenant, on va parler de la traite. Et la prochaine diapo concerne les robots de traite, donc la traite et le traitement. On veut avoir des conseils gagnant-gagnant auprès des vétérinaires qui vont les dispenser aux éleveurs. Donc, il faut bien comprendre, mieux comprendre les vaches. Et on peut avoir deux lactations supplémentaires. Si elles ne sont pas boiteuses, si les vaches ne sont pas malades, elles peuvent durer plus longtemps. Je pense que la dernière fois, on en avait parlé, on avait 39 vaches en Irlande euh, et avec une vache qui avait 48 ans. Elle a euh, été traite pendant 39 ans. Donc on doit maintenir 6 lactations. La moitié des jeunes vaches sont nécessaires. Et donc, les jeunes vaches sont prêtes à 23 mois. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu cette méthode. Et maintenant, je vais regarder un petit peu la méthode, comment maintenir les vaches en bonne santé. De quoi on parle dans plusieurs exploitations? Le processus de traitement, c'est essentiel, et le stress pendant la traite pour la vache est conséquent, et également pour l'éleveur. 50% des mammites sont liés aux machines de traite ou à une mauvaise routine de traite. Ce sont des personnes qui créent les problèmes ou la machine qui va créer le problème. Donc, vérifier la machine, donc vérifier l'extrémité des trayons avant et après la traite. Aussi investir dans une formation du troupeau, de l'exploitation sans stress, pour vraiment travailler sur tout ce qui est fumier, et garantir vraiment un maximum de détente où les vaches soient le plus relâchées possible. Et s'assurer aussi que la salle de traite est bien propre, mais également les stabules. Et donc, ça nécessite davantage de patience. Et souvent, on a souvent des femmes qui effectuent la traite des vaches parce que souvent, elles sont beaucoup plus calmes. Donc, laissez les femmes faire la traite et les hommes font les stabules et le reste, parce que souvent, elles travaillent mieux pour tout ce qui est traite parce qu'elles sont plus posées. Donc, si vous regardez le super petit écureuil Superman, qui va régler tous les problèmes et aussi régler les problèmes de la traite. Mais parfois, super écureuil n'est pas là et c'est à vous de gérer la machine de traite, et vous regardez l'extrémité des trayons. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe des dégâts à l'extrémité des trayons. Si vous voyez les dégâts sur les trayons, vous savez que vous allez avoir davantage de problèmes, 10%
sur 3 vaches sur 4 et il faut immédiatement mettre en place un test dynamique de la fonction de la mammaire dans la salle de traite, voir la forme. euh, et ça peut être lié au gobelet de traite, au faisceau de traite, mais souvent, il y a quelque chose qui cloche quand vous voyez un gros gonflement ici. Et du coup, le risque de mamite était multiplié par 3, voire 4. Bien sûr, c'est réversible. Ça peut revenir à la normale, pas complètement, mais on peut revenir au niveau numéro 2 pour arrêter le problème. Donc, lésion lisse avec une épaisseur moyenne. Et donc, toutes ces choses, on peut se pencher dessus. Ça fonctionne très bien. Il faut vous rendre dans la salle de traite au moment de la traite en tant que vétérinaire. Vous voyez un petit peu le stress que peut subir la vache, mais également l'exploitant à ce moment-là. On peut vraiment faire de bonnes observations. Surtout s'il y a un problème majeur de mamite sur l'exploitation, vous pouvez voir exactement comment ils procèdent à la traite, parce qu'ils vous disent toujours quelque chose de différent par rapport à la réalité. Donc, il faut vraiment essayer d'être présent pendant la traite. J'ai un exemple d'un exploitant qui disait, on fait toujours comme ça, on nettoie, et ensuite, on s'est rendu dans la salle de traite avant de partir, et il a dit, on le fait 4 fois 4 vaches, on les prépare, ensuite, je passe à la vache numéro 1. Dans la salle de traite rotative, je vais voir la vache et je commence le travail et ensuite et ensuite donc toutes les vaches sont touchées. Il y a toujours un écart de 60 secondes entre chaque vache en fait qu'il allait traire. Il avait sa propre procédure. Il y a toujours des problèmes. Souvent, il y a plusieurs personnes qui font la traite, mais vous pouvez établir des protocoles, mais il faut faire attention et mettre en place des protocoles bien clairs et bien détaillés. Et pourquoi vous faites les choses de telle ou telle manière? Un cas extrême, c'était au début, à l'entrée, il y avait comme un chronomètre à l'entrée de la salle de traite. On disait qu'on pouvait commencer qu'après 20 secondes. Parfois, certains disent 19 secondes suffit, mais même 60 secondes. C'était une exploitation très organisée dans le Wisconsin qui faisait un travail très sérieux. Ils avaient à peu près 20 salles de traite avec 2 personnes qui allaient traire 20 vaches, donc 10 vaches à préparer. Et ils devaient faire tout le travail et attendre jusqu'à ce que le chronomètre atteigne les 20 secondes pour commencer le clustering. Et c'était intéressant de voir cela, de la clustering, c'est-à-dire quand ils passent les faisceaux de traite. Donc, ils nettoyaient avec les doigts et à 20, ils commençaient donc à mettre la treilleuse et commençaient à toucher la première vache. Ensuite, le chronomètre partait pour 20 secondes. Il devait s'arrêter toutes les 20 secondes et repasser à prendre la suite. Donc, vous voyez, de la méthode de traite, c'est la question, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre? Et donc, il faut au moins nettoyer et faire un pré-trempage dans la plupart des pays, c'est ce qu'ils font. Donc, si on voit la procédure, donc on prépare généralement 5 vaches, on fait tout le travail, ensuite on met la treilleuse, ensuite vous avez le deuxième lot de 5 vaches, ensuite vous avez un intervalle de 60 secondes entre chaque, c'est le minimum requis, ce temps de 60 secondes. Donc, le tirage des premiers jets et le nettoyage, 2 fois 8 secondes pour une simulation, euh, vraiment en tirant 2 fois de façon importante sur l'extrémité du treilleur. Ensuite, il faut tout nettoyer et ensuite pour libérer l'ocytocine qui va donner le premier jet. Et ça permet de nettoyer le canal du treillon qui est souvent un peu sale. Donc avec ce premier jet, ça fait partir la saleté. Donc on recommande dans beaucoup de cas qu'il faut tirer des premiers jets. En Nouvelle-Zélande, ils ne le font pas. Ils mettent directement la treilleuse pour avoir une production souvent beaucoup plus élevée. Donc, du coup, c'est nettement plus risqué. Et donc,
l'effet de l'ocytocine qui prend 60 secondes. Donc, vous voyez, vous touchez vous avez les vaisseaux sanguins, la circulation sanguine, le système nerveux, donc qui rejoint. Donc, quand on touche les mamelles, donc ça permet, donc il faut bien stimuler le trayon, et donc l'ocytocine est libérée dans le sang, et l'ocytocine se, va dans le tissu de la mamelle et il commence à presser pour que le muscle commence à vraiment libérer le lait. C'est toujours intéressant de montrer cela aux éleveurs. On peut voir comment le lait est rejeté donc vers le bas dans le trayon. Donc, le lait est en train de couler. Donc, c'est une règle de 60 secondes. Et ensuite, on peut commencer la traite. Et après 60 secondes, le flux est généralement régulier et bon. Si vous y arrivez trop tôt, donc sur la courbe verte, il faut. Donc, il y a le lait qui va ressortir. Le lait ne ressort pas forcément. Donc, il y a une petite baisse du flux de lait. Et ensuite, ça repart à nouveau. Donc, si vous êtes arrivé trop tard, l'effet d'ocytocine est déjà partie. Donc, le lait coule relativement vite, mais ça a un niveau de plateau relativement vite et il y a très peu d'ocytocine qui reste suite à la stimulation tactile. Vous voyez la courbe rouge, c'est la courbe idéale, puisque là, vous avez un flux de lait qui est relativement rapide, avec une traite assez rapide, avec très peu de gaspillage au bout. Et en bleu, vous avez un peu de lait qui reste dans la mamelle et le temps de traite est nettement plus long et cela a tendance à un petit peu affecter l'extrémité du trayon. Et quand c'est trop long, ça continue de tirer sur le trayon et ce n'est pas très bon. Donc, c'est vraiment idéal d'avoir cette ligne rouge qui s'étend sur 60 à 90 secondes. On ne veut pas entendre des bruits on ne veut pas avoir de fuite d'air. Donc, vous avez ce sorte de crochet en métal j'ai vu beaucoup d'exploitants qui l'installent, mais qui ne l'utilisent jamais. On les forme pour vraiment l'utiliser, puisqu'il s'agit, c'est une perte de temps si vous ne l'utilisez pas. Parce que du coup, vous pouvez tirer un peu plus d'avantage sur l'arrière, puisqu'il y a moins de lait à l'avant, donc ce n'est pas la peine de tirer plus sur la partie avant de la mamelle. Donc, il faut aller dans le bon sens. Donc, donc, pour bien assurer donc le niveau de la puissance de traite et avoir éventuellement un guide tube. Donc, un bon flux de lait, pas de traite à l'aveugle. C'est pas ce que l'on souhaite avoir, bien sûr. Donc, c'est une bonne procédure. Tout le monde doit faire la même chose. Pré-lavage, pré-trempage, préparation, élimination des premiers jets, bien mettre les gobelets trayeurs. Ensuite, traite, retrait et éviter donc la surtraite. Et ensuite, ce qui est intéressant dans les grandes salles de traite, on a aussi des salles de traite rotatives avec 60 postes. Vraiment, là, la routine dans l'ensemble prend plus de temps. Donc, la routine dans son ensemble, donc pré-trempage. Ensuite, donc, on tire les premiers jets et on attache. Donc, il y a à peu près 19 salles de traite rotatives. Donc, la routine, le minimum à refaire, c'est donc tirer les premiers jets, blanc et attacher. Parfois, on peut faire moins. En Nouvelle-Zélande, au Chili, ils ne font que mettre les faisceaux. Il n'y a pas de procédure de pré-traite. Ils ne font que placer les faisceaux de traite. Et là, c'est assez intéressant. Donc, un peu plus, il faut vraiment prendre le temps de tirer les premiers jets. Et bien sûr, nécessite un peu plus de travail quand on fait la procédure entière. Ça coûte un petit peu plus cher également. Donc, il y a pas mal de discussions à ce sujet. Et parfois aussi, il y a l'après-trempage. Bien sûr, ça nécessite une certaine logistique. Et si vous travaillez seul, c'est pas simple. Parfois, vous faites 2 ou 6 vaches seules.
Donc, il faut vraiment former votre personnel à faire, à établir la bonne procédure. Donc, est-ce qu'il faut pulvériser ou effectuer un trempage? Donc, parfois, le trempage, comme vous le voyez ici, peut être mal fait. Même, on peut même avoir une mauvaise, les premiers jets peuvent être très mal tirés aussi également. Donc, la base du crayon, là, vous voyez, assis sur à droite, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien recouvert, c'est pas suffisamment trempé. Parfois, ils ne font que toucher une petite partie du crayon et c'est mal fait. Et du coup, on peut montrer aux exploitants comment bien faire les choses en utilisant tout simplement une petite lingette. Et quand on regarde, voilà, c'est recouvert de saleté. Donc, ça signifie que une bonne partie n'a pas été suffisamment nettoyée. Donc, plus c'est propre, moins il y a de risque de mamite et c'est très logique. Donc, dans la treilleuse à robot, donc, il faut vérifier quotidiennement. Mon collègue, est, donc, euh, donc, voilà, là, il y a une pulvérisation. Donc, là, il n'y a pas eu de trempage, il n'y a pas eu de trempage du tout. Donc, pourquoi le trempage et la pulvérisation? Parce qu'il peut y avoir des bactéries dans l'environnement. Il peut y avoir des bactéries sur les extrémités du crayon et les bactéries peuvent du coup se développer sur la peau et continuer de se développer dans le canal du crayon et du coup s'infiltrer dans le lait. C'est quelque chose bien sûr qu'on ne souhaite pas avoir. Donc il faut faire le trempage avec une solution donc approuvée, bien sûr un désinfectant. Ça peut permettre aussi d'adoucir la peau. Si vous n'avez pas de désinfectant, de produits désinfectants, il y a un gros risque de mamite. Donc, alors l'équipement, vous pouvez utiliser des équipements comme celui-ci. C'est un équipement très simple qui n'est pas très coûteux pour le pré-trempage ici. Euh, C'est une ligne automatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton et d'effectuer le trempage du crayon. On a également celui-ci pour mettre le faisceau où on peut mettre les gobelets de traite et il suffit d'y pulvériser de l'eau et placer donc le gobelet sous ce dispositif orange. Ça permet de nettoyer et c'est fortement recommandé après avoir eu une vache qui présentait une mamite ou une numération cellulaire importante avec des infections. Vous pouvez aussi nettoyer avec de l'eau chaude. Parfois, certains, donc c'est toujours indispensable de nettoyer les gobelets pour éviter les mammites. Si vous ne le faites pas, du coup, les vaches peuvent contracter les mammites et se les transmettre ou se transmettre des bactéries. Donc, la formation des éleveurs, comment garantir que les vaches se rendent dans la salle de traite sans stresser, les faire rentrer et les laisser partir également dans le calme, sans stress. C'est très simple si vous faites bien les choses. Mais je n'utilise jamais de bâton car ça stresse directement les vaches si vous y arrivez avec un bâton. Vous voyez cet homme au milieu, il ressort, il a mis en place une procédure et il n'a pas de bâton, il fait un petit peu peur à la vache quelque part. Et il n'arrête pas de marcher dans tous les sens. Il y a même un homme qui court derrière, donc ils sont très occupés dans cette salle de traite. Donc, les vaches doivent rester dans cet enclos, elles ne doivent pas sortir de, de la salle de traite. Là aussi, il y a un espace spécifique pour les vaches où elles peuvent se déplacer facilement vers la zone de traite. Quand les grandes grosses mamans comme celle en blanc va peut-être la première qui va être traite dans le premier lot, donc elle va vouloir aller en première. Si on lui donne pas suffisamment d'espace, elle va pousser les autres et ça va créer donc du coup du stress dans le troupeau. L'autre chose, comment ça fait rentrer les vaches? Il faut toujours rester sur la plateforme. Donc voilà, il y a ce mouvement de vaches. Si vous allez dans le sens opposé des vaches, eh bien les vaches du coup vont marcher
on s'y rend très rapidement. Si vous allez vers l'avant de la salle de traite, du coup, vous arrêtez la vache. Donc, il faut marcher dans le sens opposé de la vache. Ah, il y a un petit problème de. Du coup, ça va accélérer leur allure pour se rendre dans la salle de traite. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment elles modifient leur comportement en fonction de l'orientation de notre marche. Donc là, on va dans le sens opposé et là, on va vers l'autre côté de la salle de traite. Et donc, déjà, les autres vont suivre. Il faut vraiment, c'est pas la peine de rentrer. Parfois, ça prend 2 heures pour 80 vaches. Parfois, il leur faut 2 heures parce qu'ils ferment les portes, ils font rentrer les premières vaches, il y a beaucoup plus de choses. Donc, la traite peut être faite ainsi. Donc comment apprendre à une vache à se relaxer, à se détendre. Donc, voilà, vous mettez votre main et vous attendez que la vache arrête de botter et ensuite, vous pouvez placer votre main. Vous pouvez leur apprendre à ne pas botter à ses génisses. Au moment où elle commence à botter, vous laissez votre main et vous relâchez la main quand elle arrête de botter. Et du coup, elle apprend à rester calme et à ne pas botter. Beaucoup de personnes commencent tout de suite à toucher et dès que la vache se met à botter, ils enlèvent la main. Non, il faut surtout pas, il faut leur laisser le mettre dans un sentiment d'inconfort quand elles font quelque chose de négatif en laissant la main et ensuite vous libérer. Surtout, il faut vraiment former ces génisses à rester calmes. Donc, facile de les sortir, facile de les faire rentrer. Donc, vous voyez un emplacement très étroit où les vaches doivent se retourner à 90 degrés pour entrer. C'est très mauvais pour la santé des sabots. Plus elles ont d'espace pour se déplacer dans la salle de tresse, plus c'est drôle, plus c'est agréable pour elles. Et il faut avoir une bonne lumière, elles adorent bien se déplacer. Si c'est trop étroit, il faut plutôt mettre un revêtement en caoutchouc pour éviter les chutes. Est-ce qu'il faut qu'elles descendent? Est-ce que c'est bien ou pas? Je n'y vois pas trop d'avantages. Mais là, il met du sel parce que c'était un peu gelé, il y avait de l'eau, donc il y avait un peu de glace. Donc elle n'aime pas trop le côté brillant du verglas. Donc il met du sel. D'autres mettent du sable pour faciliter les choses, pour que la vache puisse ressortir et bien sûr pour éviter les glissades. Donc, beaucoup de choses que vous pouvez recommander aux exploitants pour améliorer la traite. Donc, il faut vraiment apprendre les mêmes choses pour tous. Donc, on recommande former l'ensemble de l'équipe sur l'exploitation. C'est nettement plus simple si vous agissez en tant que consultant auprès de l'exploitant pour leur montrer vraiment comment fonctionnent les choses. Donc, on met en place des vidéos d'apprentissage, de formation chez Cocksignal pour vraiment une gestion sans stress du troupeau. Si vous voulez en savoir davantage, avoir moins de mammites et davantage de lactation, eh bien, consultez-nous. Donc, voilà, 20 minutes passées en 1 minute très rapidement. Je vais passer la parole à Sophie. C'était formidable et le temps a bien été respecté. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On les verra à la fin peut-être. Sophie, c'est à vous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir, pardon. Merci beaucoup, You, pour la présentation. Eh bien, je vais continuer. Vous voir comment garantir un échantillage propre de lait. Et je parlerai de l'administration intramamaire. Donc, je vais m'axer sur certains principes et certains faits de réalité et l'échantillonnage de lait propre et l'administration d'une seringue intramamaire de la bonne manière. Et ensuite, les messages de conclusion. Tout d'abord, les principes et les réalités que l'on rencontre. Un principe et en réalité, tout d'abord, il faut toujours nettoyer avant de désinfecter ou avant que la désinfection fasse effet. Parfois, je vais des personnes désinfecter le crayon, mais c'est toujours sale. La désinfection est envisageable et ou pertinente une fois que la surface est propre. S'il y a toujours de la saleté, ça n'a aucun sens de démarrer la désinfection. Toujours bien regarder davantage de façon très précise, même si vous avez l'impression que le crayon est très propre, toujours vérifier le crayon et le nettoyer. Vous n'allez pas être surpris.
par rapport à ce que vous allez trouver à l'extrémité du crayon, c'est ce que l'on fait après avoir préparé le crayon. C'est effectué par l'exploitant avant de mettre les faisceaux trayeurs. Donc, il faut nettoyer avec une lingette qui est un peu humidifiée. Ensuite, on va essayer de nettoyer à nouveau le crayon. Vous pouvez le faire sur plusieurs vaches, au moins 20% des vaches, avec un minimum de 20 vaches. Vous pouvez le faire pendant la traite, après la préparation du crayon. Et vous allez être très surpris de voir la quantité de fumier ou de saleté que vous retrouvez sur l'extrémité du crayon. Et même, on retrouve du fumier quand on commence à injecter ou insérer des seringues à travers. Donc, faites attention, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de saleté qu'il n'y en a pas du tout. C'est le résultat qui compte. Eh bien, si on leur recommande de nettoyer ou d'utiliser une seule lingette et si on leur demande de désinfecter l'extrémité du crayon ou de pré-tremper, de pré-émousser, c'est parce qu'on veut atteindre les objectifs, d'avoir un crayon propre. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ces actions qu'on atteint néanmoins nos objectifs. Donc, c'est important. Si vous souhaitez aider les exploitants, il faut vraiment vérifier les résultats. Est-ce qu'on a bien atteint les résultats escomptés, par exemple? Donc, pendant la traite, vérifiez bien si le crayon est très propre. Ou vous pouvez placer un écouvillon sur l'extrémité du crayon dont... Pourtant, je n'ai pas de signal. Nettoyer, nettoyage, c'est différent par rapport à la stérile. Donc, on voit des résultats de mise en culture sur des lingettes qui avaient été nettoyées. Alors, c'est une exploitation qui a eu pas mal d'événements de Klebsiella. Donc, certains quartiers étaient affectés par la mamite de Klebsiella. Parfois, il y avait 3 quartiers qui étaient touchés. On a regardé les lingettes, elles étaient propres, mais on a fait des mises en culture et on a remarqué la présence de Klebsiella sur des lingettes propres. Donc, ils ont fait un test expérimental et en fait, ils inoculaient la Klebsiella dans le quartier alors qu'ils préparaient le crayon pour la traite, donc nettoyer. C'est vraiment différent le nettoyage, c'est différent de la stérilisation. Donc, on a un écouvillon pour montrer que le nettoyage, c'est différent de la stérilisation par rapport à la stérilisation. Donc, là, surtout dans des exploitations, ils ont rencontré des problèmes. Par exemple, on a pris un écouvillon sur l'extrémité du crayon. Vous le voyez à gauche, là. Là, le crayon a été nettoyé, mais pas désinfecté. Mais malgré cela, on retrouve toujours pas mal de bactéries. Une fois on a désinfecté à droite, vous voyez qu'on a on a un crayon stérile et pas de présence de bactéries. Mais nettoyer, ça ne signifie pas stérile. Si vous avez un échantillon de lait propre qui n'est pas contaminé, c'est vraiment important de stériliser. Mais bien sûr, c'est d'autant plus important pour bien administrer les seringues et ne pas avoir davantage d'infections ou d'en créer davantage quand on place la seringue. Ne jamais supposer que le producteur laitier s'est parfaitement nettoyé et désinfecté le crayon. Non, si on ne fait que supposer, c'est une erreur et vous passez pour un idiot. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des discussions ouvertes avec l'exploitant pour s'assurer qu'il fait bien ce qu'il dit, vraiment tout vérifier. C'est comme cela que cela fonctionne. Sinon, on ne peut, cela vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Il faut être un petit peu un détective quelque part. Donc, si vous voulez être un bon détective, il faut poser les bonnes questions et tout étudier et ne jamais supposer que l'exploitant sait tout bien faire. Donc, c'est ce qu'on observe ici. On a demandé aux exploitants le nombre de serviettes que vous utilisez en papier, des serviettes désinfectantes, avant d'injecter, de mettre en place une seringue. Généralement, on s'attend à une serviette par quartier et s'assurer également qu'il y a suffisamment de serviettes. Généralement, ils en ont suffisamment, mais seulement la moitié, 50% des exploitants utilisent 4 lingettes pour 4 crayons. Et même, on n'a entendu pas, on leur a demandé si c'était bien nettoyé. Parfois, ils utilisent 8 lingettes avant de bien nettoyer pour assurer un bon nettoyage, une bonne stérilisation. Certains ne vont même pas désinfecter, comme vous le voyez ici à droite sur le petite colonne. Et certains utilisent seulement une lingette
pour 4 rayons et 2 lingettes pour 4 rayons. Ne jamais faire de suppositions, surtout leur poser les bonnes questions, surtout s'il y a des problèmes qui seront observés dans l'exploitation. Donc, l'échantillonnage de lait propre. Donc, en quoi ça consiste, ce fameux échantillon de lait stérile? Donc, on a deux types différents de bactéries d'un point de vue morphologique. Donc, à gauche, sur la boîte de pétri, on observe des bactéries, des colonies de bactéries nettement plus importantes. On en retrouve des plus petites en gris. On en retrouve un peu des jaunâtres. Ça signifie qu'on a les plus grands ici, des bacilles en plus gros. Il ne s'agit pas bien sûr d'un échantillon stérile, c'est un échantillon de lait contaminé, puisqu'ici on observe plus de deux ou trois différents types de bactéries qui sont isolées et sur le même échantillon de lait. Malheureusement, on ne peut pas toujours interpréter ces résultats. Je ne pense pas que trois bactéries différentes créent l'infection. Généralement, une seule bactérie qui va déclencher la mamite, mais malheureusement, on ne sait pas laquelle. Et ça, c'est vraiment un problème. Du coup, on ne peut pas interpréter les données. Laquelle de ces trois, ou voire plus, de bactéries crée vraiment la mamite et laquelle vient de la peau du treillon ou de l'environnement dans lequel vit la vache. Donc, c'est vraiment important d'avoir un échantillon de lait entièrement stérile. Là, vous pouvez observer des études nettement plus récentes sur des échantillons de lait stériles. Donc, ils ont procédé de façon différente. Par exemple, à gauche, sans préparation. Ensuite, il y a un pré-trempage, un pré-moussage, un pré-trempage plus l'ajout d'une lingette sèche pour nettoyer le tuile. Ensuite, on a fait comme un gommage du crayon avec de l'alcool. Ensuite, pré-trempage, serviette sèche et on a mis de l'alcool. Et là, je vais vous montrer quand on parle d'échantillons contaminés. Donc, à gauche du trait, ça signifie que l'échantillon peut être interprété. Il y a zéro bactérie ou maximum une ou deux bactéries qui sont isolées. À gauche, à droite du trait orange, ça signifie qu'on a trois voire quatre bactéries différentes qui sont isolées, comme vous le voyez très facilement. Plus on entreprend des actions, par exemple ici, il n'y a pas de préparation, on voit que c'est très difficile s'il n'y a pas de préparation. On peut voir qu'il y a pas mal d'échantillons contaminés, beaucoup d'échantillons à droite du trait orange par exemple, si on regarde à droite, vous voyez que c'est nettement plus simple par rapport à ce qu'on observe sur ce côté ici, où là, où plusieurs actions sont mises en place. Là, on a davantage d'échantillons qui présentent zéro bactérie ou peut-être une ou voire deux colonies de bactéries et très peu d'échantillons présentent plus de trois colonies de bactéries. Donc, il faut pré-tremper, sécher avec une serviette sèche et appliquer de l'alcool. C'est la meilleure façon de faire pour avoir un échantillon de lait stérile. Là, vous pouvez voir les différentes étapes qui sont importantes. Donc, voir les trois premiers jets de lait. Ensuite, la procédure de nettoyage, deuxième étape, préférément avant en utilisant le pré-trempage. Ensuite, vous allez utiliser une serviette sèche pour nettoyer. Ensuite, on va essayer de désinfecter le crayon avec un coton trempé dans de l'alcool ou utiliser le produit qui est fourni par la société qui fabrique, qui dispense les seringues à tramameur. Pourquoi l'importance maintenant des premiers jets dans cette étude, on a pu remontrer qu'il y avait des bactéries dans le canal du Treillon, comme le staphylocoque qu'on a retrouvé, par exemple. Si vous regardez un petit peu ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une façon itérative d'échantillonner, donc ils injectent dans la mamelle et ensuite ils en profitent pour récupérer le lait. Donc, la méthode conventionnelle, c'est comme on le fait nous aujourd'hui. La méthode alternative, c'est celle que vous voyez à gauche sur la photo. Et là, ils se sont penchés sur le nombre d'espèces, les différentes espèces retrouvées par échantillon. Donc, on a eu davantage d'échantillonnage conventionnel qui avait trois ou quatre, cinq espèces dans un seul échantillon de lait. Si vous regardez la méthode alternative, on observe davantage d'échantillons qui ne présentent aucune bactérie ou peut-être une ou deux bactéries. Donc, les échantillons contaminés sont moins présents.
Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans le canal du Trayon? C'est important d'observer qu'il y a des bactéries ici. Donc, s'il n'y a pas de tirage des premiers jets, vous allez observer des bactéries qui entraînent des mammites ou voire une infection au staphylocoque, etc. Des bactéries que l'on retrouve également sur la peau de la mamelle. On n'est pas obligé de passer à la méthode alternative comme ici, mais ça montre que le canal du Trayon peut déjà comporter pas mal de bactéries qui ne sont pas forcément les déclencheurs de la mamite. Donc, vous allez ouvrir la fiole. C'est très important. Quelle que soit la fiole que vous utilisez, bien sûr, il ne faut pas toucher le bouchon. Si vous touchez l'intérieur de bouchon, bien sûr, vous risquez de contaminer. Et du coup, dans le labo, ils vont secouer l'échantillon de lait pour avoir une solution nettement plus homogène. Ne touchez pas au bouchon puisque cela peut entraîner une contamination. Donc, on met la fiole vers le haut, vers le bas, du coup, pour éviter que l'air rentre. Donc ensuite, mettez des jets de lait dans la fiole. Ensuite, vous l'obturez le plus rapidement possible pour avoir mettez un bon identifiant et un bon enregistrement de cette fiole pour bien, pour bien associer les résultats avec la bonne vache pour pas qu'il y ait d'erreur. Ça n'a pas l'air très difficile, mais malgré cela, on observe des échantillons contaminés qui arrivent et c'est d'autant plus énervant. Sur... Donc, dans le cas de Mamitsu clinique, oh, petit problème, je n'entends pas, des échantillons issus des quatre quartiers, comme c'est le cas aux Pays-Bas ou en Belgique, où on va faire des échantillonnages et des numérations sur les quatre quartiers. Donc, on commence à gauche sur la partie antérieure, ensuite postérieure et en gauche, antérieure gauche et postérieure gauche. Donc, si on commence avec ces quartiers, du côté de la personne qui prend les échantillons, il y a toujours un risque qu'ils touchent à nouveau la partie gauche quand ils sont en train d'essayer de désinfecter la partie antérieure du quartier droit. Donc, commencez avec le quartier qui est le plus éloigné de la personne qui récupère l'échantillon de lait, qui désinfecte. Donc, l'échantillonnage, on le fait de façon inversée par rapport à cela. On démarre avec le quartier qui sont les plus proches de la personne qui prend l'échantillon, donc l'antérieur gauche du quartier et ensuite le postérieur gauche du quartier. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on agit. Donc, la désinfection est très importante. Si vous contaminez les trayons, bien sûr, ça n'a plus aucun sens. Ensuite, l'administration intramamaire propre, c'est également important. Cette étude montre ce qui peut se passer également dans d'autres exploitations sur une très rapide vache tarie dont certains quartiers ont reçu des antibiotiques et d'autres ont reçu des antibiotiques et un bouchon interne. 2 mois après le vélage, et l'hypothèse c'est que généralement on a moins de mammites cliniques liées à des pathogènes environnementaux comme les coli ou la Klebsiella ou le streptocoque, moins de mammites cliniques pour ceux qui ont eu des antibiotiques et un bouchon interne. Donc, on va regarder un peu le strep purus et les coli et les Klebsiella. Ils ont observé des effets opposés. Il y avait davantage de mammites liées à la Klebsiella pour les quartiers qui avaient eu le traitement combiné par rapport à des quartiers qui étaient uniquement sous antibio. Et on pense que c'est lié au fait que ils ont introduit la Klebsiella alors qu'ils étaient en train de placer la seringue. Donc, il n'y a pas eu une bonne désinfection. Du coup, ils ont utilisé un antibio à spectre réduit. Et Mais voilà, c'est ce qui a pu se passer. Donc, c'est vraiment très important. Donc, une insertion complète ou partielle de la seringue. On préfère l'insertion partielle puisqu'il y a toujours des bactéries qui sont présentes sur la peau de la mamelle. Donc, on essaie vraiment de bien faire les choses au maximum et c'est pas toujours simple. S'il y a une insertion complète, les bactéries vont rentrer, vont se loger là où elles aiment être, là où elles doivent être pour pouvoir coloniser et créer
induire la mamite. Donc, si vous avez une insertion partielle, vous allez peut-être les introduire ici dans le canal du Treillon. Et au niveau du canal du Treillon, c'est un lieu, un emplacement important parce que là, il y a de la kératine qui est présente dans le canal du Treillon. Et la kératine va tuer les bactéries, enfin, pas les tuer, mais du moins les inhiber la croissance des bactéries. Donc, c'est une protection supplémentaire. Qu'est-ce qu'on observe dans une insertion complète? Vous voyez le bouchon de kératine, la couche de kératine est nettement plus fine par rapport à la couche de kératine qui est présente suite à une insertion partielle. La kératine est essentielle, c'est une barrière et elle permet d'inhiber la croissance des bactéries et limiter les risques d'infection liés aux bactéries et donc entraîner une mamite. Donc, deux raisons pour favoriser l'insertion partielle. Les bactéries vont se rester dans le canal du Treillon et ça endommage nettement moins la couche de kératine qui est présente dans le canal du Treillon. Donc, ça permet de limiter les bactéries et limiter le déclenchement d'une mamite. Voici les mêmes étapes qu'il faut bien appliquer quand on met en place une seringue intramammaire. Donc, devez tirer les premiers gels, le nettoyage, ensuite le pré-moussage. Ensuite, vous attendez 30 secondes pour nettoyer avec une serviette sèche. Ensuite, vous allez désinfecter. Ces actions, c'est pas le plus important, c'est le résultat qui compte avant tout. Dans certaines exploitations, il vous faut davantage de coton pour de lingettes pour désinfecter. Tant que vous avez de la saleté sur les compresses, ça signifie que c'est pas toujours pas propre. Il faut qu'il n'y en ait plus du tout sur la compresse. C'est pas c'est pas lié au nombre de cotons. Il faut utiliser ces compresses jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté. Donc les indications, quand l'administration ne fonctionne pas, ou vous dites oh là là, mon Dieu, dans cette exploitation, il est temps d'agir. Il peut y avoir un traitement lors du tarissement. Qu'est-ce s'il y a quelque chose qui se passe mal? Vous allez observer une mamite clinique, voire une mamite grave quelques jours après le tarissement. Donc, c'est une bonne indication qui signifie qu'ils ont certainement introduit des bactéries, une mycose ou des champignons lors du tarissement et au moment de l'insertion de la seringue. Si vous retrouvez des mycoses et des champignons dans les échantillons de lait dans les 60 jours qui suivent le vélage ou une énumération de cellules somatiques élevées, eh bien, ça signifie qu'il y a une mamite. Les indications importantes pour éviter une administration importante, quand il y a une mamite clinique qui est présente pendant la lactation, souvent il s'agit c'est lié à la présence de mycoses on le retrouve dans les échantillons de lait ou avec des cas répétitifs de mamite clinique. Quelques jours après le premier cas, on retrouve ensuite de levurose. Ça signifie que l'administration a été mal faite ou le nettoyage n'a pas été bien fait ou la désinfection n'a pas été bien faite. Les symptômes de mamite clinique peuvent empirer pendant le traitement et ça, c'est également un signe que l'administration a été mal faite. Souvent, si vous prenez un échantillon de lait, vous risquez de retrouver donc des levuroses, des mycoses et des champignons. Donc, les messages à retenir, ne jamais supposer que le treillon et que l'extrémité du treillon sont propres, même si l'exploitant vous dit qu'il procède à toutes les actions présentées. Il y a une différence entre effectuer les actions et atteindre les objectifs. Ne jamais supposer que l'exploitant sait le faire. Il faut toujours poser la question, continuer de poser les questions jusqu'à ce que vous voyez les choses en train de se faire. N'hésitez pas à amener le sujet sur la table. Et s'il y a une mamite après le tarissement, ça signifie que quelque chose s'est mal passé, même si l'exploitant vous dit mais j'ai tout bien fait. Pourtant, vous avez une mamite clinique dans les premiers jours après le tarissement. Ça signifie que ces actions n'ont pas été bien suivies. Donc, n'hésitez pas à aborder le sujet. Si vous avez des échantillons contaminés, osez aborder ce sujet avec l'exploitant. La meilleure façon de préparer les échantillonnages, avec les premiers jets, ensuite pré-moussage, attendre 30 secondes, vous nettoyez avec une petite serviette sèche, et ensuite préparer les extrémités des trayons et bien sûr désinfecter avec de l'alcool. La meilleure façon d'administrer les seringues intramammaires, nettoyer, désinfecter et nettoyer jusqu'à ce que le treillon soit complètement propre, qu'il n'y ait plus de fumier, de traces de litière, etc. Sinon, ça ne sert à rien. Et plutôt favoriser donc une insertion partielle de la seringue. Donc parfois on retrouve des échantillons contaminés.
On a des cas répétés de mammites qui sont liés souvent à une autre bactérie. Parfois, les symptômes empirent pendant le traitement. C'est un signe que l'administration n'a pas été faite de la bonne manière. Et les infections de type mycose liées à des champignons après le tarissement sont un bon indicateur. Ne les ignorez pas, n'hésitez pas à en parler. Si vous voulez aider l'exploitant laitier, il faut être honnête et direct. Et parfois, les discussions sont un peu difficiles, mais il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis toujours ouverte aux réponses, enfin, à y répondre. Merci Sophie. Excellente présentation. On a quelques questions. On va commencer. Celles qui ont été traduites depuis le polonais. Euh, que pensez-vous des brosses que l'on retrouve sur le marché, des brosses rotatives qui permettent de désinfecter? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner à l'avenir? Qui connaît ces fameuses brosses? Je connais cette brosse, oui. Oui, 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 allez-y. Donc, en ayant une bonne routine dans la salle de traite, eh bien, je vois des résultats prometteurs. C'est pas encore éprouvé avec des preuves cohérentes. Si on fait des tests dynamiques après, on observe vraiment des améliorations d'un point de vue nettoyage. Ça fonctionne bien, mais c'est pas toujours simple. Et la stimulation, à mon avis, c'est nettement mieux qu'un nettoyage manuel. Surtout si vous travaillez avec des salariés externes, comme Youp l'a dit, c'est pas toujours facile d'avoir tout le monde qui répète bien les mêmes gestes 3 fois par jour de façon cohérente avec une routine bien encadrée. Oh, parfois, donc d'un point de vue nettoyage, elle fonctionne, mais c'est un peu difficile. Il y a des brosses avec deux côtés. Euh, il faut, parfois, il faut une troisième brosse pour nettoyer de façon bien approfondie. Parfois, il nettoie que sur les parties latérales et il nettoie pas l'extrémité du crayon. Donc, il faut faire. euh, donc, ça nécessite de la formation, l'utilisation de cette brosse. Et parfois, elles coûtent. Certaines fonctionnent bien. Bien sûr, elles sont assez coûteuses et certains exploitants en sont très contents. Mais il faut vraiment bien garantir que ça fonctionne de la façon sur la partie latérale et au milieu. Vous avez peut-être arrêté de partager l'écran, Sophie. On a une autre question qui vient de Pologne. Est-ce que les mouches qui vont sur les crayons, est-ce qu'elles peuvent euh, entraîner des mammites? Est-ce que ça peut créer des risques de mammites à cause des mouches? Ah oui, les mouches. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des mouches. Les mouches, les mouches qui piquent les crayons, est-ce que ça peut, les piqûres de mouches, est-ce que ça peut entraîner des mammites? J'ai- Oui, on parle de piqûres de mouches, oui. Il y a des mammites liées aux piqûres de mouches. Oui, je pense que les mouches, c'est toujours risqué. Sophie, vous savez mieux que moi. Oui, surtout sur les génisses gestantes. La plainte la plus fréquente, c'est pas d'avoir un taux de cellulaire somatique élevé, mais souvent les, les quartiers ne fonctionnent plus. Et si on regarde de plus près sur la numération, il y a la numération élevée et la numération élevée à au-delà de 1000 chez les génisses. Euh, On peut parfois passer à côté. Et si on ne prend pas d'échantillon de lait, on peut louper des staphylocoques dorés. Donc, il y avait une autre question sur le système atriel et veineux dans la mamelle. Plus d'informations là-dessus. C'est où il y avait le graphique pour savoir. Ah oui, que le système nerveux de la vache prend conscience que l'on touche la mamelle. Donc, ça passe dans le système nerveux. Du coup, ça va entraîner le,
la production d'ocytocine et ça passe dans le système artériel et veineux. Je pense que cette question est liée à cette partie de ma présentation. Donc, la question suivante concerne comment on peut lire les courbes de flux de lait. Ça, c'est pour Sophie. Moi, je ne suis pas très bon à ce genre de questions. Généralement, c'est une vue un peu schématique. Généralement, si on parle de la courbe de flux de lait, on observe que c'est un kilogramme par minute le flux qu'on voit. Et sur l'autre partie, on voit le temps sur l'autre colonne. Donc, il faut regarder et être patient. On observe 1,5 kg, 2 kg qui ressort de la mamelle. Ensuite, vous avez un arrêt de 60-90 secondes et ensuite, vous avez le flux complet dans la mamelle. Mais il faut faire preuve de patience. C'est pas parce que vous avez 1,5 kg qui ressort, vous dites que non, non, tout va bien. Non, il faut attendre encore 60-90 secondes et voir si ça repart bien. Généralement, sur la partie en ordonnée, vous avez le kilogramme par minute et sur la partie en abscisse, vous avez la durée et la minute. Ensuite, vous avez la pression qui est mesurée, la pression indirecte qui est mesurée. C'est pas le flux de lait. Là, vous pouvez voir les courbes, mais avec une interprétation différente. La moitié du lait sort à peu près en 2 minutes. C'est ce qu'on dit généralement. C'est l'objectif. Oui. Un flux élevé au début. Ensuite, on attend un petit peu, 1 minute ou deux. Et sur les robots, c'est encore plus court parce qu'il y a tellement de lait qui va ressortir de la mamelle. Et ils sont moins. Ça affecte moins. Enfin, c'est moins ça irrite moins la mamelle. Alors, une question pour Tim. Si une génisse botte, il s'agit peut-être d'un réflexe naturel parce que vous avez retiré votre main. Et si vous avez une génisse qui a tendance à botter naturellement, est-ce que ce ne serait pas mieux d'utiliser une main artificielle? C'est plus sécure. Euh, j'ai été un petit peu rapide quand j'ai présenté la vidéo. Si vous regardez la vidéo où la vache est en train de botter, vous avez une génisse qui arrive pour la première fois. Je mets ma main assez haut au niveau des postérieurs. Donc, du coup, si elle se met à botter, elle ne va pas me toucher. Donc, vous allez vraiment sur la partie en haut de la mamelle. Petit à petit, au fur et à mesure, elle est un peu plus sage. Vous pouvez descendre si elle ne botte pas trop méchamment. Mais vraiment toujours maintenir la main sur la mamelle quand elle botte. Ensuite, elle arrête. Vous la mettez en situation de confort. Elle est en situation de confort quand vous enlevez la main, quand elle arrête de botter pour qu'elle comprenne. Et là, du coup, une fois qu'elle est calme et qu'elle arrête de botter, vous enlevez la main. Et du coup, elle comprend quand elle est dans une situation si elle fait mal les choses, elle est en situation d'inconfort avec votre main, donc c'est pas agréable. Donc elle va vraiment comprendre. Donc il faut vraiment apprendre aux vaches à ne pas botter. Et non, il ne faut pas une main artificielle, il suffit de placer la main un petit peu plus haut au niveau de la mamelle au début. Et bien sûr, si ce sont si elles ont tendance à botter naturellement et être un peu méchantes, oui, et là, effectivement, une main artificielle serait peut-être nécessaire. Une autre question d'Alexandra en italien. J'ai déjà si la vache montre des signes de mamite au moment du tarissement, est-ce qu'elle peut encore être tarie ou est-ce que c'est mieux d'avoir une lactation? Ah, je ne vais pas tarir une vache qui a des symptômes cliniques. Il y a deux options. Soit ça va dans le bon sens, soit ça s'inflamme encore plus le jour suivant. Donc, tout d'abord, je vais la traiter. Ça va prendre quelques jours seulement. Il suffit de la traiter pour 2 ou 3 jours avec une seringue intramamaire et le quatrième jour, vous allez pouvoir la tarir. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais les symptômes cliniques doivent disparaître. Moi, je préfère vraiment agir de la sorte. Juste 3 jours en intramusculaire, c'est trop risqué parce qu'il y a toujours un risque de saleté qui va rentrer. Non, c'est possible. Aussi, on ne fait pas toujours ça, mais généralement, on fait une injection intramamaire. Mais dans les pays scandinaves, ils font une IM, une intramusculaire. Euh,
avec le pénétamide, une approche systémique qui est également envisageable. La question suivante, pardon, est-ce qu'il faut, pour recommander, il faut le faire tous les 6 semaines, donc pour faire repartir les couches. Donc, en fait, donc, il faut faire ça tous les 6 semaines. J'ai pas entendu la question, pardon. Oui, pour le nettoyage, pour les traites, oui. J'ai pas entendu la question. Je sais pas à quelle fréquence c'est recommandé sur une. Généralement, il le fournit pendant la période de tarissement. Ah, retirer les poils. Ok, est-ce qu'il faut faire, c'est par rapport à retirer les poils, il faut faire à peu près toutes les 6 semaines. C'est une question par rapport à ça, par rapport à la fréquence de retirer les vaches, les poils des vaches. Ça dépend également d'un point de vue de la génétique, aussi du type de litière qu'on utilise en stabule. Si vous avez une litière qui peut un peu irriter, par exemple la lassure, le sable, la sûre de bois irrite moins, donc il n'y a pas besoin de raser les poils. Mais que le sable, c'est intéressant. On observe des petites lésions qui sont liées au sable. Et dans les litières en sable, euh, on observe aussi que la peau est un petit peu brûlée au niveau du sabot. Et du coup, elle se retrouve avec l'intérieur du sabot au niveau de la sole qui est assez douloureuse. Donc, si on brûle les poils, il y a moins de risque de dégâts sur la peau. Et une autre question qui suit, est-ce que ça peut être fait l'hiver? Donc, c'est-à-dire brûler les poils. Les vaches ne souffrent pas trop du froid. Mais j'ai déjà vu une fois des trayons qui avaient gelé. C'était en Amérique du Nord. Quelquefois, les trayons gelaient. On se retrouvait avec des -20 et avec des litières en sable. Et s'il y avait un petit peu d'humidité sur la litière en sable, ça pouvait faire carrément congeler le crayon. Et c'est quelque chose de très rare, bien sûr, hein, ce cas de figure. Du coup, je leur recommande vraiment de mettre de la paille sur la partie supérieure de la litière en sable. Mais c'est vraiment quelque chose de très rare. Vous savez, les vaches, elles peuvent survivre à -40 tant qu'elles ont une litière sèche. Donc, je ne pense pas qu'elles souffrent franchement des périodes et des températures hivernales. L'autre question de Diana, est-ce que vous recommandez un premier jet après la désinfection à l'alcool pour éviter le risque d'avoir de l'alcool présent dans l'échantillonnage et du coup, ça va inhiber la croissance des bactéries si l'alcool est présent dans l'échantillon. Euh, je vais recommander un premier jet parce qu'on ne veut pas le toucher après la désinfection. Mais il faut faire toujours attention à ne pas mettre trop d'alcool. Et j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises, hein, surtout chez les personnes qui avaient déjà eu beaucoup d'échantillons contaminés. Donc, ils se sont dit ensuite, ils avaient beaucoup de grammes négatifs dans leurs échantillons. Donc, parce qu'ils avaient utilisé trop d'alcool. Et l'alcool, du coup, se retrouve dans l'échantillon, dans la fiole. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment utiliser la bonne dose, trouver un bon équilibre. Mais bien sûr, pour le tirage du premier jet, c'est essentiel avant la désinfection. Sinon, il y a un risque de contamination. Oui, il faut vraiment faire attention. C'est intéressant. Le crayon était là, la main était autour du crayon et la seringue et la tube étaient là. Je préfère avoir le tube un petit peu incliné comme ça sur le côté parce que du coup, s'il y a une goutte qui tombe ou quoi que ce soit, ça ne fait que tomber par terre et ça ne va pas tomber sur la fiole. Donc, il faut toujours un peu l'incliner, un petit peu, même l'éloigner un petit peu de l'extrémité du crayon. Ensuite, je commence à presser une orientation diagonale. Et c'est comme ça que je fais. Du coup, il y a moins de choses qui risquent de tromper, de tomber dans la fiole, dans le tube. Et la dernière, je pense que ça va être la dernière question. Quel genre d'informations pouvons-nous donc recevoir euh, Youp, tu veux peut-être répondre?
Qu'est-ce que les informations qu'on peut avoir par rapport à la pression, donc au niveau des mamelles? Alors, je vais essayer de vous montrer des photos à ce sujet. Quand on va vraiment étudier la pression dans la mamelle, voilà, vous voyez ici, il y a différentes façons de le faire. Vous voyez? Voilà, vous le voyez? Voilà, c'est ce qu'on a ici. C'est pas le flux de lait de kilogrammes par minute. Vous avez le KPA. Vous voyez différentes courbes séparées quartier par quartier. Ici, vous avez la durée, le temps en secondes. Et ici, vous avez une courbe qui indique l'évacuation au niveau de l'extrémité du crayon, ce que vous avez juste en dessous du crayon. Ensuite, vous avez l'évacuation, c'est ici, sur la ligne du crayon. Vous voyez, donc là, c'est une autre interprétation, mais je ne suis pas une experte en machine à traire, mais au moins je peux vous montrer cela, c'est que plus il y a une extraction sous le crayon, plus ça a un impact sur la production du lait. Là, au début de la traite, la vache donc, est traite. Ensuite, vous avez une évacuation relativement basse. Vous retrouvez la courbe qui est dans le sens opposé. Vous avez une pression importante si vous avez moins de lait qui est évacué du treillon ou du quartier. Et c'est ce qu'on obtient au niveau de l'évacuation, là, ici. Si vous avez une courbe bimodale, ensuite, le treillon va commencer à gonfler et on va avoir une augmentation dans la pression ici autour, au niveau de la ligne sur le treillon. Et là, pendant la traite complète, pendant la traite, on a une évacuation basse parce qu'on a un flux de lait important, une évacuation relativement basse autour du treillon. Et ici, surtout s'il y a une surtraite, si ça reste pour la machine à trait reste trop longtemps par rapport au flux évacué, vous avez une augmentation de l'évacuation et de la pression. C'est un peu dans le sens opposé. Si vous avez beaucoup de lait, il y a moins de KPA, moins de pression, moins d'évacuation. S'il y a moins de lait, c'est dans le sens inverse. C'est vraiment l'inverse. Mais je ne vois pas ça souvent. Le VADIA est nettement plus simple à utiliser et l'interprétation est peut-être un peu plus difficile. Donc, il faut s'y habituer, mais au bout du compte, on retrouve les mêmes choses. Il y a des études qui ont donné des références à ce sujet et ils sont venus aux mêmes conclusions, aux mêmes interprétations. La- vous vouliez également parler de la pression sur les vaches taries. Si vous avez un traitement sur certaines vaches taries, on peut observer une pression importante et des fuites de lait sur des génisses taries. Il faut faire attention donc, aux mammites dans ce cas. On peut mesurer à l'extérieur, la pression à l'extérieur. Vous avez déjà fait ça? Mesurer la pression sur des génisses taries? Oui, on l'a fait dans une étude, l'étude Velactis. Oui, bien sûr. Elle n'est plus disponible, cette étude. Il faut mesurer s'il y a une éventuelle différence dans la pression. OK, merci à vous deux. Merci pour vos présentations et cette séance de questions-réponses qui est vraiment riche. Donc, on a un petit peu dépassé le temps. Donc, il faut terminer le webinaire. Il reste des questions. Donc, on va essayer de répondre à ces questions par email un peu plus tard. La série des webinaires n'est pas encore terminée. Il y a un webinaire numéro 6 prévu fin novembre, donc restez en ligne et soyez prêts à nous écouter. Le thème sera la traite avec des robots et toutes les caractéristiques de la traite par robot et la santé des mamelles. Merci beaucoup à tous. Soit passez une bonne journée et à bientôt. Bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.